qu'il y ait un ambassadeur pour représenter la profession d'avocat est en soi et a priori une bonne idée. Ce n'est pas du tout une idée absurde. Pour autant, l'institution nationale représentative de la profession d'avocat, depuis 25 ans maintenant, et on arrive à le conforter, ce n'est pas une personne physique, c'est le Conseil national des barreaux qui, dans ses missions régaliennes, a pour vocation à représenter l'ensemble de la profession d'avocat. Donc l'ambassadeur de la profession d'avocat, c'est le Conseil national des barreaux, et pour avoir une personnification de cet ambassadeur qui pourrait effectivement être auprès du ministre de la Justice, c'est au Conseil national des barreaux de désigner, si c'était le cas, l'ambassadeur qui pourrait utilement représenter la profession d'avocat, le président du CNB, mais un membre du bureau ou un membre de l'Assemblée générale, puisque le Conseil national des barreaux est une institution large, ouverte, délibérative, dans laquelle l'Assemblée générale est prépondérante. Donc oui à l'ambassadeur, mais ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que le Conseil national des barreaux, ou son représentant. Si j'étais ministre de la Justice, je ne commencerai pas ma prise de fonction par un semblant de critique de la magistrature qui semble opposer avocats et magistrats. J'insisterai sur le fait que magistrats et avocats font partie de ce que, en tout cas moi j'appelle, mais beaucoup de magistrats aussi, la famille judiciaire. Et que dans les familles, il y a des diversités, il y a parfois des oppositions, il y a parfois des frictions, mais ce qui nous unit, c'est en fait dans les familles des liens de sang ou des liens d'alliance. Nous sommes alliés avec les magistrats, et les magistrats sont alliés des avocats. Je réfléchirai effectivement sur des formations communes, sur des interactions entre l'École nationale de la magistrature, les écoles d'avocats, dans un esprit non pas de concurrence ou de vérification des qualités des unes ou des autres, je parle des écoles, mais dans un esprit de collaboration. Et je maintiendrai ce qui se passe, à savoir au plus haut niveau, les bonnes relations qu'il y a entre les hauts magistrats, premiers présidents, procureurs généraux, bâtonniers dans les ordres ou représentants de la profession d'avocat, ou encore au ministère de la Justice, ou encore avec l'École nationale de la magistrature. J'ai de très bons souvenirs de relations et de réunions très intéressantes, très importantes sur l'avenir et les relations entre magistrats et avocats, avec M. Laurent, qui a quitté ses fonctions de directeur de l'École de la magistrature et qui d'ailleurs aujourd'hui est président du tribunal judiciaire de Marseille, avec qui on avait eu d'excellentes relations. Et d'ailleurs, à l'initiative de Mme Belloubet, en 2019, nous avions réfléchi avec les directeurs des services judiciaires comment effectivement améliorer les relations magistrats-avocats. Et nous avons considéré que, indépendamment des recettes qui pouvaient avoir lieu, de création de commissions, de création de groupes de travail, il y avait surtout le dialogue permanent qui devait exister entre la profession et entre les deux professions. Et puis surtout, moi je crois à la territorialité. Et donc je crois que les relations magistrats-avocats s'entretiennent au quotidien dans les juridictions, puisqu'on est sur la partie juridictionnelle de la profession d'avocat, et que donc c'est autour des ordres, des représentants des bâtonniers bien sûr, et de leurs représentants que les choses peuvent s'améliorer. Et je reconnais aussi que du côté des magistrats, il y a des efforts à faire, comme auprès de certains avocats, il y a des efforts à faire. C'est dans le dialogue, la compréhension, l'échange des idées et la mise en place de processus. Comme d'ailleurs il se crée au quotidien dans les juridictions. À Marseille, par exemple, depuis de longues années, il y a ce qu'on appelle le groupe Organisation et Méthode, tout à fait informel, qui fait que le bâtonnier, le président du tribunal et les directeurs de greffe se retrouvent au moins une fois par mois pour discuter de l'amélioration du fonctionnement de la justice et donc des relations magistrats-avocats. Si j'étais ministre de la Justice en matière d'aide juridictionnelle, je me poserais d'abord la question de l'accès au droit à la justice. C'est-à-dire j'engloberai ma réflexion sur l'aide juridictionnelle à une vision plus globale de ce que je veux dans une grande démocratie comme la France, pour les citoyens dont j'ai la responsabilité, pour la justice dont j'ai la responsabilité. C'est-à-dire je me dirais, est-ce que je veux une justice qui soit accessible ou est-ce que je veux une justice qui se renferme, qui se replie sur elle-même? Est-ce que je veux des juges qui jugent ou est-ce que je veux des juges qui soient désincarnés, lointains, sans relation avec le justiciable?
Si je réponds que je veux une justice accessible à tous, si je réponds que je veux une procédure civile qui permette à chacun d'accéder à son juge, si je réponds, comme cela est évident, que les avocats sont les acteurs essentiels dans une république de l'accès au droit et à la justice, eh bien je réfléchis à la question des moyens. Clairement, sincèrement et en toute loyauté. Je constate effectivement qu'il y a des difficultés budgétaires, mais je vois que des milliards sont dépensés à droite ou à gauche, et je me dis que dans ce pays, tout justiciable a droit à l'accès au juge par l'intermédiaire d'un avocat. Je me dis par ailleurs que la nécessité de l'indépendance de l'avocat nécessite qu'il exerce une profession dans un cadre, on va dire, libéral, c'est-à-dire sans lien de dépendance ou de subordination vis-à-vis de quiconque, et donc par exemple pas de l'État ou de structures conventionnées, ou même pas d'un ordre des avocats. Et je me dis que dans l'exercice libéral de la profession d'avocat, ce dernier doit être rémunéré à la juste valeur de ses prestations, tenant compte du coût d'un fonctionnement de cabinet et de la charge de travail ou de la difficulté de la procédure. Et donc je me bats pour que dans le système, on va dire, qui a été imaginé il y a une trentaine d'années, je me bats pour que dans ce système, la place de l'avocat soit améliorée, et je me bats tout simplement pour que le budget mis pour l'aide juridictionnelle soit enfin réévalué, par exemple sur un processus pluriannuel, mais qu'on prenne en compte cette nécessité budgétaire, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est de ça dont il s'agit. Si j'étais ministre de la Justice, d'abord je ne le serais que si on me donnait l'indépendance de protéger le ministère dont j'ai la charge. Ce qui par exemple a pu manquer à l'ancien garde des Sceaux, dont on avait le sentiment qu'elle nous comprenait ou qu'elle comprenait de manière, j'ai envie de dire, parfois très amicale, la problématique de la profession d'avocat, qui était très à l'écoute, longtemps à l'écoute, décalant des réunions pour discuter, aller au fond des choses, organisant par exemple en matière de retraite une réunion, plusieurs réunions même avec M. Delevoye à l'époque, mais qui au total ne changeait pas de position. Donc moi, si j'étais ministre de la Justice, je protégerais les personnes et les institutions qui seraient sous ma responsabilité. Et si on ne m'en donnait pas les moyens, je n'accepterais pas le poste. Si on me donne les moyens, je dis, les avocats dans le passé, les avocats dans le présent et dans le futur, vu la démographie de la profession, sont en capacité de gérer de manière autonome un régime qui leur soit propre, qui a des inconvénients, qui a des avantages, mais qui sont jaugés par la profession, qui est en capacité de mettre en place le système qui est utile à la profession d'avocat dans sa diversité de ses formes, de ses âges, des exercices professionnels et des métiers de cette profession. Donc j'irai voir le Premier ministre et je dirai, les avocats, vous les laissez à part. Il y a un régime autonome qui est satisfaisant, qui a été conçu par eux et pour eux parce qu'ils n'ont pas été intégrés dans le régime général de la sécurité sociale. Et dès lors, vous ne pouvez pas rompre la relation contractuelle ou la relation empirique qui s'est faite dans la profession pour désormais changer les règles et absorber ce qui est leur capital, ce qui est leur patrimoine, ce qui est leur ADN en matière financière, en matière de déroulement de la profession, en matière de gestion, en matière de spécificité démographique et en matière d'indépendance. Donc, régime autonome, non inclus dans un système de retraite universelle.